Je vous le rappelais dans une de mes dernières vidéos qui s'affiche à l'écran. La guerre au Sahel est loin d'être terminée et au contraire, elle va aller en s'amplifiant. Comme souvent, l'histoire n'a pas tardé à me donner raison. Quand le 25 juillet 2024, la nouvelle de l'embuscade tendue à l'armée malienne à Tinzaouaten m'est arrivée, ma première réaction a été de poser la seule question qui vaille. Quelle est la base arrière des assaillants? L'évidente réponse à cette question va nous conduire à analyser froidement l'implication de pays limitrophes à la Confédération AES, mais également les moyens qu'ont le Mali, le Niger et le Burkina Faso de se protéger et de mettre un terme non seulement aux tentatives de déporter sur le sol africain une guerre que l'OTAN est en train de perdre en Ukraine, mais également de stopper la stratégie occidentale de balkanisation de l'Afrique. On y va. Tout a commencé par l'entrée des Fama dans Inafarak, une localité située à 120 km au nord-ouest de Tessalit, le 22 juillet 2024. Depuis des décennies, le nord du Mali, notamment toute la bordure frontalière avec l'Algérie, dont les localités de Inhalit, Inafarak, Talahandak, Bokassa et Tinzaouaten, est l'épicentre de tous les trafics entretenus, entre autres, par certains généraux algériens et chefs d'État africains, par les groupes terroristes et leurs parrains occidentaux et moyen-orientaux. Or, migrants, drogues, armes, carburants, médicaments, cigarettes, otages, produits subventionnés, tout y passe. On parle d'un montant estimé de 3,5 milliards de dollars par an, hors trafic d'otages. Par exemple, en Afrique, pour prendre un exemple bien connu, c'est l'Afrique entre le golfe de Guinée, donc on peut dire du Sénégal au Nigeria. Aujourd'hui, il y a des routes de contrebande, de trafic, qui passent à travers le désert, qui remontent sur le Maroc, on l'a évoqué, sur la Libye, qui remontait sur la Libye, qui remonte encore d'ailleurs, sur la Tunisie, sur l'Algérie. Et au départ, c'était des routes pour les cigarettes, parce que les cigarettes, ça rapportait beaucoup aux trafiquants. Vous avez les armes, Dieu sait si ça circule, hein, et dans tous les sens. Vous avez les produits pharmaceutiques, enfin vous avez quantité de choses. Et puis maintenant, vous avez les migrants, qui sont un vrai trafic illégal. Vous comprenez l'ampleur du business et les enjeux. Comme le disait l'ex-patron du renseignement français Alain Juillet, qui sait de quoi il parle, toute cette économie parallèle des réseaux criminels entre dans le calcul du PIB de certains pays. La drogue fait un chiffre d'affaires considérable en France, où la prostitution, c'est sous contrôle des mafias. Et eh bien, on constate que l'État français, pour améliorer son positionnement international avec le PIB, inclut l'argent de la drogue, l'argent de la prostitution dans les comptes de la France, ce qui pose un autre problème au niveau de l'éthique. Surpris par l'armée malienne, les trafiquants en tout genre ont donc pris la tangente pour se replier sur Tinzaouaten, une autre localité frontalière qui a la particularité d'être à cheval sur les deux pays. Il y a Tinzaouaten Mali et Tinzaouaten Algérie. Les gars sont donc allés se regrouper à Tinzaouaten Algérie. Pendant ce temps, des patrouilles maliennes, après avoir sécurisé Inafarak, ratissaient la zone. Une patrouille des forces armées maliennes avançait vers Tinzaouaten, Mali, quand tout à coup, le gros blindé chargé du déminage et transportant pas mal de soldats alliés en tête du convoi est canardé massivement par un drone, tandis qu'une armada impressionnante de véhicules adverses déboule par voie terrestre pour encercler le convoi des forces armées maliennes. Comment cela est-il possible ? Les images satellitaires de l'avance du convoi malien en direction de Tinzaouaten ont été fournies par les Américains qui ont organisé, avec l'aide des Français et des Algériens et de leurs supplétifs terroristes, l'embuscade qui a coûté la vie à une soixantaine de soldats maliens et alliés. À la faveur d'une tempête de sable, la grosse armada otanienne, puisque c'est de cela qu'il s'agit,
a pu opérer pendant plusieurs heures au sol avant que les renforts maliens, appelés par ceux qui ont pu battre en retraite face aux traquenards, ne puissent intervenir. Véhicules sophistiqués, chars, drones, mercenaires de la compagnie militaire privée américaine Academy, plus connue sous le nom de Blackwater, légionnaires français, forces spéciales ukrainiennes, militaires algériens, encadrant les terroristes du JNIM, de l'EIGS et du CSPDPA, le MNLA en réalité, dirigé par le terroriste Iyad Akhali, contre qui la Cour pénale internationale a émis un mandat d'arrêt depuis 2017. Rien que ça. Toute cette impressionnante logistique employée par l'OTAN du 25 au 27 juillet 2024 n'était en réalité pas mobilisée pour écrabouiller une petite patrouille de 20 véhicules maliens, mais plutôt dans le cadre du déclenchement d'une grosse opération de reconquête de Kidal et de Thessalite. Et c'est ainsi qu'ils ont battu le rappel de tous les voyous venus du sud de la Libye, de la zone qui échappe encore partiellement au contrôle du général Haftar, du Sahara occidental en traversant la Mauritanie, d'Algérie bien sûr, et même du Moyen-Orient, pour réunir quelques 2000 personnes afin de tenter de rééditer la descente de 2012. Sauf que le fait qu'ils se soient jetés aussi nombreux sur une si petite patrouille n'était pas très bien pensé, car elle a donné l'occasion d'une vive riposte de la part des forces de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, qui dès le 30 juillet, grâce à des bombardements aériens intensifs, soutenant les forces alliées de l'AES déployées au sol, ont causé plusieurs centaines de pertes aux ennemis. Au moment où j'enregistre cette vidéo, l'armée malienne, appuyée par les armées du Niger et du Burkina, ainsi que par les forces du général Haftar et des forces russes qui sont positionnées respectivement au sud et sur le flanc méditerranéen de la Libye, a isolé et verrouillé les terroristes près de Tinzaouaten. Et c'est ainsi qu'aux jubilations des médias occidentaux, mais aussi d'Africains décérébrés, face aux pertes maliennes et alliées subies du 25 au 27 juillet, ont succédé les jérémiades mensongères sur l'élimination de civils par l'armée malienne, suivies d'un silence très bruyant ces derniers jours. Et c'est dans ça que l'on apprend que les terroristes ont demandé à l'Algérie de négocier avec le Mali pour ne pas être braisés. Mais cela a peu de chances d'aboutir. D'abord parce qu'on ne négocie pas avec les terroristes. Ensuite parce qu'il serait stupide de rater cette occasion de porter un coup fatal à cette vermine. Et enfin parce que l'Algérie ne peut donner aucune leçon de clémence à quelqu'un, compte tenu de la façon expéditive dont elle a géré la prise d'otages sur le site gazier d'Inamenas en janvier 2013, en envoyant 6000 soldats éliminer aussi bien les 29 terroristes que 40 otages de 10 nationalités qui travaillaient sur le site. En Algérie, la prise d'otages dans le complexe gazier d'Inamenas se termine dans le sang. Selon Alger, l'assaut final a été lancé dans la matinée et il n'y a aucun survivant. Les derniers 7 otages étrangers ont été tués et les 11 ravisseurs abattus. Selon l'agence de presse officielle algérienne, les djihadistes ayant perdu tout espoir de quitter les lieux auraient commencé à exécuter certains des otages, ce qui aurait déclenché l'intervention des forces spéciales. Une conférence de presse doit avoir lieu, pas plus de précision pour le moment. Ce qui rend la décision encore plus aisée est le fait que parmi les terroristes que les médias occidentaux présentent dorénavant sans honte comme des rebelles ou des séparatistes, il n'y a que très peu de Touaregs maliens qui se sont toujours opposés dans leur grande majorité à la scission du Mali voulue par les impérialistes. 90% des Touaregs maliens revendiquent fièrement leur appartenance au Mali et ont d'ailleurs quitté les zones du Nord quand les terroristes s'y sont installés. C'est bien pour cela que la France et l'OTAN ont dû aller recruter en Libye, en Algérie, jusqu'au Moyen-Orient pour constituer leurs troupes d'assaillants. Pour répondre à la question que je posais à l'entame de cette vidéo, la base arrière des assaillants est l'Algérie.
C'est triste de le dire, car on a encore en mémoire les liens d'amitié qui unissaient les deux pays du temps de Boumedienne, de Ben Bella et de la guerre de libération. Il fut d'ailleurs une période où ce sont les Algériens qui se sentaient déstabilisés par les trafics en provenance du Mali et du Niger. C'est d'ailleurs pour cela que l'Algérie a construit à partir de 2015 des barrières, que ce soit avec des murs de sable, des tranchées ou des fils barbelés de rasoirs, pour mieux protéger son territoire des incursions, des trafiquants et des migrants. Comme vous pouvez le voir sur la carte qui s'affiche à l'écran, c'est l'intégralité du territoire algérien qui est ainsi barricadé. Mais ça, c'était avant. L'attitude fourbe et les intrigues du pouvoir actuel algérien ont été dévoilées depuis lors à maintes occasions. Aujourd'hui, ce sont des généraux algériens qui parrainent, protègent et profitent de certains trafics qui se font dans la zone des trois frontières. En effet, grâce aux barrières érigées tout le long du territoire, il est impossible que des trafics aient lieu sans la complicité des militaires. C'est l'Algérie qui héberge des déstabilisateurs en chef du Mali, dont l'imam Dicko qui rêve de transformer un bout du territoire malien en califat, ainsi que des leaders de groupes terroristes. C'est l'Algérie toujours qui a tenté un coup de force en bafouant la souveraineté du Mali lors du sommet du mouvement des non-alignés en janvier 2024 en Ouganda, en essayant de faire adopter au forceps un texte réitérant le soutien du mouvement des non-alignés à l'accord d'Alger et sommant les parties signataires à respecter leurs engagements, alors que le Mali avait annoncé depuis le mois de décembre sa décision souveraine de privilégier dorénavant la voie d'un dialogue intermalien. Cela avait d'ailleurs créé un pataquès diplomatique à Kampala, dont beaucoup se souviennent, et la perfidie des Algériens avait conduit les autorités maliennes à mettre fin avec effet immédiat à l'accord d'Alger le 25 janvier 2024 et à dénoncer énergiquement l'ingérence et l'hostilité dangereuse du gouvernement Tebboune. Le gouvernement de la transition, dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger, signé en 2015, partage avec l'opinion nationale et internationale les faits graves ci-dessous. 1. Le changement de posture de certains groupes signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger, devenus des acteurs terroristes et poursuivis par la justice malienne après avoir commis et revendiqué des actes terroristes. 2. L'incapacité de la médiation internationale à assurer le respect des obligations incombant aux groupes armés signataires, malgré les plaintes formulées par le gouvernement de la transition à travers la lettre du ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale, chargé de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale, en date du 24 février 2023, adressée aux autorités de la République algérienne, démocratique et populaire, chef de file de la médiation internationale. 3. Les actes d'hostilité et d'instrumentalisation de l'accord de la part des autorités algériennes, dont le pays est le chef de file de la médiation internationale, tel que mentionné dans le communiqué numéro 064 du 25 janvier 2024 du gouvernement de la transition. Au regard de ces faits suffisamment graves, précités, le gouvernement de la transition constate l'inapplicabilité absolue de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger, signé en 2015, et par conséquent annonce sa fin avec effet immédiat. C'est l'Algérie aussi qui a négocié avec le terroriste Iyad Akhali et à l'insu des autorités maliennes la libération de 3 otages italiens contre le paiement d'une rançon de 13,5 millions de dollars par l'Italie en février 2024. Or, le paiement des rançons est l'un des moyens les plus connus et les plus pervers de financement du terrorisme. Et c'est l'Algérie qui a reçu 48 heures avant l'embuscade de Tinzaouaten le commandant de l'Africom, le très médiocre général Langley. Je sais que ce que je viens de dire n'a pas plu à certains
notamment peut-être parmi mes abonnés algériens, mais les faits sont vérifiables et têtus. Et les agissements du gouvernement, de l'armée et de l'État algérien méritent d'être dénoncés aussi bien par nous que par le peuple frère d'Algérie que l'on distingue de ses autorités. C'est vrai que l'Algérie a des relations difficiles avec la France quand il s'agit de certains sujets, notamment le Sahara occidental, les visas ou le rapatriement de patrimoine culturel. Mais c'est également vrai que les deux sont en symbiose quand il s'agit de déstabiliser le Mali. Ce n'est pas pour rien que la France, l'Allemagne, l'Union européenne et les États-Unis étaient les parrains du très bancal accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du protocole d'Alger, signé en 2015, qui, comme les accords de Minsk en Ukraine, n'avait pour objectif que de faire gagner du temps à ceux qui œuvraient en coulisses pour la scission et le pillage du nord du Mali. La France, l'Algérie et leurs supplétifs terroristes. Oui, elle a eu raison de le dire, parce que il y avait l'idée que c'était Poutine qui avait voulu gagner du temps. Non, c'est nous qui voulions gagner du temps pour permettre à l'Ukraine de se rétablir, de renforcer ses moyens militaires. Et c'est pour ça qu'il faut défendre la négociation de Minsk, dans laquelle tu as joué un rôle très important. Il faut la défendre parce que c'est précisément pendant ces 7 ans qu'il y a eu pour l'Ukraine des moyens de se renforcer. Et c'est là que Poutine s'est trompé. C'est alors qu'apparaissent sur la scène, taratata, les Ukrainiens. Ce sont des officiels ukrainiens eux-mêmes qui se sont levés pour annoncer fièrement au monde entier, dès le 29 juillet, avoir aidé et entraîné les assaillants. Les autorités se basent sur une interview accordée par le porte-parole du renseignement militaire ukrainien, Andriy Youssov, à la télévision de son pays. Le fait que les rebelles aient reçu les données qui leur ont permis de mener à bien une opération contre les criminels de guerre russes a déjà été observé par le monde entier. Bien entendu, nous ne divulguerons pas les détails, plus d'informations suivront ici. Cette agression caractérisée a d'ailleurs conduit à la rupture des relations diplomatiques du Mali et du Niger avec cet État nazi et terroriste européen, ainsi qu'à l'ouverture d'une procédure judiciaire et à une demande de saisine du Conseil de sécurité de l'ONU. Suite à l'implication reconnue et assumée de l'Ukraine dans l'agression caractérisée du Mali, le gouvernement de transition de la République du Mali décide des mesures suivantes. 1. La rupture avec effet immédiat des relations diplomatiques entre la République du Mali et l'Ukraine, cette dernière dont les destins sont malheureusement confiés à des pantins confondant la scène internationale et la scène de théâtre. Aussi, considérant la gravité de la situation et l'implication reconnue et assumée de l'Ukraine dans l'agression du Mali, le gouvernement de la République du Niger, totalement solidaire du gouvernement et du peuple malien, décide en toute souveraineté, conformément à la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques et en application du traité portant la création de la Confédération AES, des mesures suivantes. 1. La rupture avec effet immédiat des relations diplomatiques entre la République du Niger et l'Ukraine. 2. La saisine du Conseil de sécurité des Nations Unies en vue de statuer sur l'agression ukrainienne et de ses sponsors. Mais on le sait depuis longtemps, l'Ukraine, qui n'arrive même pas à gagner une guerre sur son propre sol avec l'aide militaire, financière et politique de 32 pays occidentaux depuis 2 ans et demi, face à un seul adversaire, n'est qu'un pantin, très médiocre d'ailleurs, derrière qui se cachent les États-Unis et l'OTAN. On l'avait déjà vu lorsque les États-Unis ont fait exploser les pipelines Nord Stream 1 et 2 pour ensuite attribuer de façon tout à fait loufoque la responsabilité de cet acte de guerre à des forces spéciales ukrainiennes déguisées en pêcheurs. La présence de mercenaires et d'équipements américains et français à Tinzaouaten confirme la main très visible des États-Unis et de la France derrière l'agression militaire contre le Mali.
Il y a 3 raisons à leurs agissements. D'abord, parce qu'ils ont besoin de détourner l'attention de la raclée qu'ils sont en train de se prendre en Ukraine. Ensuite, parce qu'à quelques semaines de l'élection présidentielle américaine, qui pourrait voir soit le retour aux manettes de Donald Trump, qui a d'ores et déjà annoncé qu'il mettrait fin à l'aide américaine et otanienne à Zelensky, soit générer une crise interne qui pourrait culminer en guerre civile chez les Yankees, ils doivent bousculer les choses au Sahel et essayer d'obtenir un bargaining power avant d'aller s'asseoir à la table des négociations. Enfin, pour accélérer leur vieux plan de morcellement de l'Afrique. On se souvient comment l'immonde diplomate américain Peter Pham avait sans complexe rendu public la stratégie américaine de balkanisation de l'Afrique dans une tribune parue dans le New York Times en 2012. Il s'agit en fait de partitionner la République démocratique du Congo ainsi que quasiment toute la bande sahélienne qui s'étend de l'Atlantique jusqu'à la mer Rouge avec un focus particulier sur la division du Mali, du Niger, du Tchad, du Nigeria, du Cameroun, du Soudan, de l'Éthiopie et de la Somalie. Pour le Soudan, cela avait été réalisé en 2011, malgré le principe que l'on disait sacré depuis 1964 de l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation. Mais ce que l'oncle Sam voulait, les laquais africains d'alors l'ont accepté sans moufter. Salva Kiir, le président du nouvel État, a prêté serment sur la constitution provisoire, jurant de favoriser le développement et le bien-être du peuple du Sud-Soudan. Toute la déstabilisation de l'Afrique et la volonté affichée des Occidentaux de procéder à son morcellement est due à leur connaissance de notre sous-sol. La bataille de Tinzaouaten, paix à l'âme des soldats tombés au champ d'honneur, n'est qu'un infime épisode d'une guerre qui se déroule depuis des siècles, qui implique non seulement le Mali, mais aussi, comme on l'a vu, des pays voisins et lointains. Le vrai enjeu, la guerre pour la mainmise sur l'Adrar des Iphoras et donc pour le contrôle du Sahara. L'Adrar ou l'Adrar des Iphoras, selon la dénomination que les Français, les colons français lui ont donnée, est un massif montagneux au nord-est du Mali, au sud de l'Algérie, qui revêt une importance géostratégique immense, de par son altitude, qui est en fait un point d'observation plongeant non seulement sur le voisinage immédiat, mais jusqu'au Moyen-Orient, ce qui explique d'ailleurs pourquoi la base militaire de Thessalite est si convoitée, que ce soit par l'armée française, mais aussi par l'armée américaine, dont c'était le premier choix avant de se rabattre sur Agadez, d'où ils ont été finalement chassés le 5 août 2024. Le massif des Iphoras est également une pépite du fait de ses dispositions climatiques et territoriales, difficiles d'accès pour ceux qui ne s'y connaissent pas, truffées de grottes et de passages indétectables, un des meilleurs endroits pour cacher des gens et du matériel. Et aujourd'hui, une grande partie des terroristes armés par la France, les États-Unis et le Qatar, et des trafiquants, dont certains employés par des généraux algériens, sont planqués là-bas. Mettre la main sur eux est une gageure, car ils peuvent se déplacer dans des crevasses et par des passages intraçables, pour qui ne connaît pas l'endroit comme sa poche. C'est la zone privilégiée pour le trafic d'otages qui sont cachés et trimballés d'un coin à l'autre. Quand vous entendez qu'on a enlevé des gens au Mali, mais qu'on les libère au Niger ou en Algérie, c'est par les Iphoras que ça passe. En dehors de la géographie, c'est la géologie qui fait de l'Adrar des Iphoras un élément de la plus haute importance géostratégique, non seulement pour le Mali, mais pour tous ceux qui convoitent l'un des lieux les plus riches du monde, le Sahara. Oui, le Sahara. Ce qu'on nous a présenté comme un truc qui ne vaut rien, juste un désert, une étendue de sable, est en fait une manne minière, minéralogique et hydrologique capable de faire de cette région le poumon industriel de l'Afrique, le moteur de son progrès et de l'enrichissement de ses populations. Eh oui, on nous a menti, et depuis longtemps. L'histoire, c'est eux qui l'écrivent.
Et les contemporains que nous sommes essayons de déconstruire leurs mensonges. Et grâce à de nouveaux moyens de communication comme l'Internet et les réseaux sociaux, nous réussissons progressivement avec des amis à exposer leur contre-vérité, leur hypocrisie et à imposer notre narratif. En attendant que nos États prennent enfin le relais en changeant le contenu des programmes scolaires pour que l'intox qui nous est enseigné depuis la colonisation soit définitivement expurgé et que nos écoles produisent des jeunes bien formés, sûrs d'eux, armés de la vérité et prêts à affronter le monde de façon décomplexée. Mais la géographie, c'est une autre paire de manches. Et là, nous avons encore de longs chemins à parcourir et un énorme retard à rattraper. Tout d'abord parce que toutes nos cartes ont été faites par le colon et sont encore chez le colon. Et ensuite parce que nos universités produisent beaucoup plus d'historiens que de géographes. La bataille de l'histoire, on est en plein dedans. Mais celle de la géographie, on ne l'a pas encore vraiment commencé. Et pourtant, c'est cela le vrai enjeu derrière la dénonciation de la conférence de Berlin. Il ne s'agit pas de s'émouvoir parce que des étrangers ont découpé l'Afrique comme un steak. Il s'agit de savoir pourquoi ils se la sont partagés comme ils l'ont fait, sur la base de quelles études, de quelles recherches, de quelles données, de quelles cartes qu'ils gardent jusqu'à aujourd'hui sous clé. La rétention de la connaissance de ce que chacun d'eux a récupéré pose problème. C'est pour cela que quand j'ai été invité par la Douma d'État à Moscou en mars 2023, j'ai dit aux Russes que s'ils étaient vraiment nos amis, ils partageraient avec nous leurs informations. C'est pourquoi je m'adresse à présent directement aux amis russes dans la salle. Ouvrez vos archives. Donnez-nous les preuves que vous détenez de ces agissements. Maintenant que vous voyez leur méthode et que vous en faites aussi les frais aujourd'hui. Avec la réécriture de l'histoire, de la contribution de la Russie à la marche du monde et au bien-être occidental, vous comprenez, j'en suis sûre, nos besoins. Mieux que jamais. Vous étiez à Berlin en 1884. Nous n'y étions pas. Vous étiez à Yalta. Nous n'y étions pas. Vous étiez là en 1960. Nous n'y étions pas. Partagez-nous vos informations et vos archives pour nous aider à déconstruire efficacement, scientifiquement, la falsification de l'histoire qui fait le lit du néocolonialisme. Ils étaient à Berlin. Même s'ils ont refusé de prendre leur part dans le partage du gâteau de l'Afrique, ils savent ce que les autres se sont dit. Ils savent ce que les autres avaient et ont jusqu'à ce jour comme information. Il est impératif qu'ils les partagent avec nous. Encore faut-il que nos autorités les leur demandent. La vidéo de mon speech complet est sur ma chaîne. Si vous pourrez aller la regarder à l'issue de celle-ci. Lors du travail de recherche que j'ai fait pour cette chronique, je suis par exemple tombée sur les archives et les collections iconographiques de Jean Clausel, ex-préfet et administrateur de colonies françaises, qui couvrent la période de 1902 à 2008. Des monographies, des notes, des cartes, des télégrammes, des rapports, des plans, des données, etc. qui sont conservés dans 42 boîtes à l'Humathèque Condorcet à Aubervilliers, dans la banlieue parisienne, je crois. Voilà. Mais vous ne pouvez pas les consulter en ligne. Vous devez obtenir une autorisation pour y accéder physiquement. Et vous n'avez pas le droit de faire des photocopies, seulement des photographies sans flash, si vous avez de la chance. Le parcours du combattant. J'espère néanmoins que des chercheurs et étudiants africains sérieux feront le job après cette vidéo. Tout le monde sait que je ne suis pas camarade avec les États-Unis, mais il faut avoir l'honnêteté de reconnaître qu'ils sont beaucoup plus transparents que les Français en ce qui concerne la déclassification et l'accès aux informations, même sur les parties les plus sombres de leur histoire.
Pour que vous compreniez bien l'importance de la maîtrise de la géographie, je vais vous rappeler 2 exemples historiques. On a tous en mémoire la débâcle des armées réputées les plus puissantes du monde. D'abord les Russes en 1989, puis 32 ans plus tard les États-Unis, l'OTAN en Afghanistan. On a vu comment les gars ont frayaé en courant, en laissant leurs choses derrière eux là-bas. It's time for American troops to come home. It's time to end America's longest war. And it's time to end the forever war. Vous avez vu la gueule des paysages et des montagnes afghanes? Impossible de gagner une guerre là-bas si tu n'es pas du coin. Avant cela, il y a eu la raclée que se sont pris les Français au Vietnam en 1954. Dien Bien Phu était une cuvette surplombée par des collines. En choisissant d'installer leur camp là-bas, les Français ont permis aux troupes du général Giap de les encercler depuis les hauteurs. Ils pensaient pouvoir gérer les collines avec l'appui de l'aviation, mais ils n'avaient pas prévu la montée en puissance de l'équipement antiaérien employé par le Viet Minh. Par ailleurs, la connaissance géographique du terrain a permis aux Vietnamiens de transporter leur armement par des pistes tracées dans la jungle montagneuse et de les stocker en pièces détachées dans des grottes indécelables par l'aviation française. Et grâce aux grosses pluies qui sont tombées quasiment sans interruption à partir du 27 mars 1954, l'armée de l'air française n'a plus pu procéder ni au ravitaillement, ni à la relève des troupes, ni à l'évacuation des blessés. La méconnaissance de la géographie et du climat a joué un rôle central dans la défaite française à Dien Bien Phu. Tout comme la géographie et les tempêtes de sable ont joué en défaveur de l'armée malienne du 25 au 27 juillet 2024. Ceux qui en savent le plus sur le massif des Iforas et sur toute la zone du nord du Mali, du Niger, de l'Algérie et même de la Mauritanie savent où se trouvent les richesses du Sahara. C'est au début du XXe siècle, quand les explorateurs français sont allés y faire des recherches, que les gars se sont rendus compte que la zone regorgeait de ressources et de richesses bonnes pour eux. Le pire, c'est qu'ils ne l'ont jamais caché. Écoutons Charles de Gaulle et Houphouët-Boigny. Pour ce qui est du Sahara, notre ligne de conduite, c'est celle qui sauvegarde nos intérêts et qui tient compte des réalités. Quels sont nos intérêts? Nos intérêts, c'est la libre exploitation du pétrole et du gaz que nous avons découvert ou que nous découvririons. C'est la disposition de terrains d'aviation et de droits de circulation pour nos communications avec l'Afrique noire. Néanmoins, nous sommes en droit de dire que le Sahara, rationnellement exploité, peut constituer des sources immenses de richesses, non seulement pour les habitants du Sahara, pour les populations riveraines, mais également pour l'ensemble de l'Union française. Ce qu'il faut retenir surtout, c'est la source de pétrole, la source énergétique, si capitale à l'indépendance politique de la France et partant de l'ensemble franco-africain. Nous voulons en effet, par l'exploitation des richesses pétrolières, rendre à la France et à l'ensemble de l'Union française leur indépendance vis-à-vis de l'étranger en matière énergétique. C'est un facteur très important dont il faut tenir compte quand on pense, quand on songe à la mise en valeur des régions sahariennes. Merci, Monsieur le Ministre. Ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est ce que Houphouët, alors ministre délégué à la présidence française, et de Gaulle, président de la France, disaient respectivement en 1957 et en 1961.
la libre exploitation pour la France, c'est-à-dire l'exploitation gratuite et sans besoin d'autorisation de notre pétrole, de notre uranium, de notre gaz, de notre or, de nos minerais, de notre eau, surtout maintenant en ces temps où l'approvisionnement énergétique est devenu difficile et coûteux pour les Européens à cause de la guerre en Ukraine et des sanctions idiotes qu'ils ont prises envers la Russie. Si vous voulez comprendre ce qui se passe dans le Sahel, vous êtes obligé de connaître l'histoire et la géographie. Mais ce qui nous intéresse, c'est qu'ils sortent de ces accords, s'ils doivent se produire, une association qui sauvegarde nos intérêts. Si ni la sauvegarde ni l'association ne sont possibles du côté algérien, eh bien, il nous faudra de toutes ces pierres et de tous ces sables, faire quelque chose de particulier, aussi longtemps et pour autant que pour nous, l'inconvénient ne sera pas supérieur à l'avantage. De Gaulle nous dit sereinement que si la France peut s'entendre avec les Algériens pour continuer de pouvoir exploiter le Sahara, tant mieux. Mais si aucun accord n'est trouvé, alors ils vont laisser le nord de l'Algérie aux Algériens, mais ils vont créer leur chose au sud, dans le Sahara, en accentuant les divisions ethniques à leur profit, selon la vieille devise « diviser pour mieux régner ». Les Français ont compris très vite qu'ils ne pouvaient pas s'installer dans la zone comme ils se sont établis sur les côtes ou dans les forêts. En plus de la géographie adverse avec ses étendues désertiques où il est tellement facile de se perdre, le climat était un frein majeur à leur implantation. Quel blanc, quel ressortissant de pays enneigés ou originaire de forêts va supporter sur la durée les 50 degrés et plus sans ombre du Sahara? Après des accrochages avec les populations locales soucieuses de leur autonomie durant la période coloniale, ils ont donc décidé de coopérer avec elles qui connaissaient les lieux comme leur poche. Et c'est ainsi qu'ils ont commencé à sortir les Touaregs du lot, qu'ils ont romantisé les hommes bleus du Sahara, tendant à faire croire à l'imaginaire collectif qu'il n'y avait qu'eux dans la zone, alors qu'ils sont loin d'y être majoritaires. Ce dont ils avaient besoin, c'était de coopérer avec eux, parce qu'ils ne pouvaient pas les remplacer. C'est aussi pour cela qu'après avoir poussé ces poulains terroristes du MNLA à déclarer en 2012 l'indépendance de l'Azawad, ce territoire imaginaire et fantasmagorique qui n'existe que sur les réseaux sociaux et dans la planification divisionniste française, au lieu de dégager les terroristes, l'armée française a plutôt interdit pendant 10 ans, de 2013 à 2023, à l'armée malienne d'entrer dans Kidal et de se rapprocher des IFORAS, sous-traitant à sa complice la MINUSMA l'armement et la collaboration avec les terroristes et l'occupation de la base militaire stratégique de Thessalite, entre autres. Alors, après avoir passé en revue ce qui s'est passé à Tinzaouaten, après avoir mis un coup de projecteur sur les acteurs, après avoir compris l'importance de la géographie dans la guerre qui nous est menée, je vais terminer en formulant 3 recommandations. Premièrement, tout comme d'autres armées ont créé des unités spécialisées de chasseurs alpins, de Gebirgstruppe, de Alpini, de Mountain Division dans les pays montagneux d'Europe centrale ou des États-Unis, tout comme le Canada a créé des unités de Rangers, des trappeurs qui interviennent dans des terrains arctiques de toundra ou de forêts boréales, il faut créer ou redynamiser dans les armées de l'AES des unités spécialisées pour le Sahara, les méharistes comme on les appelait, constituées de personnes qui connaissent ou qui sont formées à sa géographie, à ses langues, à ses populations, à son climat, des gens qui sont physiquement et mentalement fit pour combattre là-bas.
et les équiper de moyens adéquats, qui sont aussi bien les dromadaires et les chevaux traditionnels que des motos 4x4, des quads, des véhicules 4x4, des véhicules blindés légers, des MATV, des drones plus modernes. Deuxièmement, il faut identifier parmi les chercheurs africains qui ont fait de sérieux travaux académiques sur la région des Iforas, que ce soit en sociologie, en géographie, en météorologie, en politique, en géologie, peu importe, tout est bon à prendre, car il faut créer une école des Iforas et plus largement même une école ou une académie du Sahara dans une université de la Confédération pour établir nos cartes scientifiques de la zone. Nous disposons aujourd'hui de moyens techniques avec les drones et les satellites qui permettent de faire cela beaucoup plus rapidement et facilement que les explorateurs anglais en 1767, quand la couronne britannique a décidé de lancer la cartographie de l'Inde à travers la création du Survey of India, le plus vieil institut du monde en la matière, par exemple. Et troisièmement, il faut naturellement ériger des barrières, des barricades, des murs de sable, des tranchées tout au long de la frontière du Mali, du Niger et du Burkina Faso, avec des postes de contrôle tous les 2 kilomètres, par exemple, comme le Maroc et l'Algérie l'ont fait chez eux. Par peur d'une contagion du chaos libyen qui a facilité le terrorisme, le trafic d'armes et de drogue dans la région, l'Algérie a elle aussi construit en toute discrétion un mur de sable à ses frontières à partir de 2015. Mais le pays est allé encore plus loin. Le mur algérien s'est étendu aux frontières avec le Niger, le Mali et la Mauritanie. Des tranchées ont été construites pour éviter tout franchissement de véhicules et des pistes relient le remblai de sable à des bases militaires. Vue du ciel, pas facile de distinguer cette barrière qui se fond dans le paysage. Pourtant, elle est bien présente. En 2021, la quasi-totalité des frontières terrestres de l'Algérie était fermée. Au nom de la sécurité nationale, le gigantesque Sahara est devenu un espace cloisonné, où il est de plus en plus difficile de circuler librement. J'ai vu dernièrement le Burkina Faso réceptionner des excavatrices. Peut-être qu'une partie peut être utilisée pour cela ou qu'il faut passer de nouvelles commandes. Alors bien sûr, cela nécessite de l'argent, des moyens financiers, matériels et humains. Mais se les donner est un impératif de survie, de défense et de stabilité. L'arrivée au pouvoir des souverainistes Assimi Goïta au Mali, Ibrahim Traoré au Burkina Faso et Abdraman Tiani au Niger a grandement dérangé les plans des impérialistes et les activités parfois totalement illicites d'acteurs étatiques et privés étrangers comme les orpailleurs ou le groupe français Total, la Sonatrach dans le bassin de Taoudéni qui s'étend sur 3 pays mais dont la plus grande réserve pétrolière se trouve au Mali. Mais elle n'a pas encore mis fin à leurs appétits prédateurs, puisqu'au lieu de négocier et d'acheter nos biens à nos conditions, ils préfèrent les voler et les arracher, même s'ils doivent pour cela continuer de faire couler le sang de millions d'Africains. Conformément à la doctrine que De Gaulle a évoquée plus tôt et qui s'applique aussi bien à l'Algérie qu'à tous les pays du champ. Soit vous acceptez que les intérêts français sont supérieurs aux intérêts des Africains, soit ils créent quelque chose pour continuer de pouvoir se servir. Et ceci aussi longtemps et pour autant que pour la France, l'inconvénient ne sera pas supérieur à l'avantage. Et cette phrase explique pourquoi, malgré les 2 millions d'euros par jour que coûtait l'opération Serval / Barkhane aux contribuables français pendant 10 ans, pourquoi, malgré les 58 légionnaires et mercenaires français morts, elle explique pourquoi la France a hurlé, crié, s'est fâchée, a refusé de partir du Sahel jusqu'à ce qu'on les éjecte en leur bottant les fesses. En restant, ils gagnaient plus que les 2 millions d'euros par jour, plus que la vie de quelques petits bidasses. Et c'est d'ailleurs pour cela que tous les officiers militaires français répètent qu'ils reviendront coloniser militairement l'Afrique. Et je pense que de toute façon, nous aurons à nous reposer la question. Parce que nous ne pouvons pas imaginer avoir à nos portes un continent entier qui est en train de s'enfoncer dans la destruction des appareils de gouvernement et des États,
s'enfonce dans une forme de chaos, de guerre civile dans beaucoup de pays et de plus en plus de pays, dans des difficultés qui sont liées aux évolutions climatiques, qui sont encore plus dramatiques sur des populations vulnérables comme les populations africaines. En plus, un continent qui va connaître une explosion démographique comme aucun continent n'en a jamais connu. Et donc imaginez que ça se passe là, dans les 10-20 ans qui viennent, et que ça n'aura pas de conséquences sur l'Europe, parce que nous vivons dans une sorte de bulle protégée par je ne sais quoi d'ailleurs, c'est tout simplement inconscient. Et donc je pense que cet intérêt commun-là devrait un jour faire que l'Europe se décidera à agir comme une entité politique qui ira défendre elle-même ses intérêts, y compris par le moyen de l'engagement de ses armées. Donc il y a eu d'abord l'arrivée de cette milice Wagner, et donc qui a commencé par la Centrafrique, puis ensuite qui est partie au Mali, puis ensuite au Niger, et qui a conduit, il faut quand même en être bien conscient, au départ de l'armée française, départ douloureux, mais départ sans doute pas irrémédiable, mais en tout cas nous n'y sommes plus. Et ça a été une étape importante à franchir. Donc depuis la fin de 2023, nous avons quitté ce pays dans lequel nous étions intervenus à la demande des autorités locales. La guerre du Sahara n'est pas terminée, loin de là. Nous pouvons parfois perdre des batailles, mais nous allons gagner cette guerre. Si nous restons mobilisés et unis derrière nos vaillants et patriotes leaders, officiers, soldats et gouvernements, et imperméables à la propagande et à la désinformation occidentale. Les prochaines semaines, les prochains mois seront rudes, mais au bout de l'effort et du sacrifice, il y a notre prospérité et le confort pour nos enfants. Il faut que nous infligions à la France malfaisante, à ses alliés otaniens et collabos africains, une défaite qui fera passer sa déculottée de Vertières en Haïti et de Dien Bien Phu au Vietnam comme un amusement. L'AES ou la mort, nous vaincrons.